Très bien. Aujourd'hui, nous allons aller à Langres, à Rixheim et à La Réole, c'est-à-dire que justement au cœur des territoires très, très différents, aussi bien dans le Grand Est qu'en Nouvelle-Aquitaine. Euh, et nous allons commencer justement, sans plus attendre. J'invite justement ceux qui ont porté cette opération des Trois Margelles, voilà, en Haute-Marne, dans le Grand Est. Donc Langres, c'est une ville de 7 786 habitants. Voilà, si vous voulez bien. Monsieur Bernard Duvernier, qui est vice-président d'Habitat et Humaniste en Haute-Marne, et Édouard Bagou, chargé d'opération chez Solia, qui vont nous présenter ce projet, je vous en prie, des Trois Margelles, pour accueillir des personnes isolées et fragilisées à Langres, en Haute-Marne. Allez-y. Et vous vers le milieu. Bonjour à tous. Je vais vous parler de la réalisation qui a été faite à Langres pour transformer les bâtiments d'une communauté religieuse en maison intergénérationnelle. Alors c'est vrai que le thème c'était bien vivre ensemble, bien vieillir ensemble, pardon. Je l'ai un peu aménagé en fonction de la réalisation qui a été faite et j'ai traduit plutôt par bien vivre ensemble, ce qui n'empêche pas les deux d'être tout à fait compatibles. Alors, je viens de Langres, ville de Haute-Marne connue pour sa froidure, souvent décriée pour la météo, mais aussi d'un très bon fromage. Alors, je vous invite à y passer. C'est une ville de 7700 habitants qui a 8 km de chemin de ronde, 7 tours, donc ville fortifiée. Et comme toute ville fortifiée, je précise aussi qu'elle est à 488 mètres d'altitude, si vous voulez des chiffres. Et donc, comme toute ville fortifiée, il y a une rue principale qui regroupe tous les commerces. Et vous voyez bien, Langres. Et un certain nombre de ruelles avec des maisons très anciennes, voire Renaissance. C'est une ville magnifique, mais par contre assez refermée sur elle-même. Alors, comme toute ville fortifiée, c'est un peu compliqué d'y vivre et néanmoins, les Sœurs de la Providence, qui avaient une communauté, vous pouvez, les Sœurs de la Providence, voilà, elles ont une communauté qui se trouve là avec une maison mère en haut et compte tenu quand même, elles avaient des locaux vacants et c'est une communauté vieillissante. Elles ont eu un premier projet que je vais développer et qui consistait à offrir à une équipe de bénévoles des maisons. Elles entendaient faire une maison d'accueil pour des jeunes mères avec enfants, considérant localement qu'il y avait des nécessités, des urgences à l'échelon départemental. Donc ce premier projet était d'avoir un bâtiment 1, un bâtiment 2, une maison, un grand parc d'accueil. Alors, les bâtiments datent des années 50 et d'autres bien antérieurs. Alors, dès 2019, ces sœurs ont envisagé donc de mettre à disposition pour réhabiliter et éviter qu'il ne soit trop tard donc ces bâtiments. Mais je précise néanmoins, au vu de tout le dossier que j'ai pu parcourir des réalisations antérieures, que c'est une démarche qui n'est pas une démarche émanant de la commune, mais une démarche émanant d'une communauté avec des bénévoles tout à fait disponibles et qui ont réfléchi à ce qu'ils pouvaient faire. Donc, il y avait un projet qui a été également élaboré avec l'aide d'une architecte également bénévole pour imaginer un T1 PMR pour une personne à mobilité réduite, un duplex et surtout 8 appartements de type T1. Et vous voyez un peu ces vieux bâtiments. Alors, j'en profite pour les imaginer. Là, c'était le bâtiment qu'on appellera le bâtiment 2 avec un escalier qui n'était plus du tout adapté aujourd'hui à l'accessibilité. Un gîte qui fait partie du lot, mais qui est rentré un peu en dehors du projet financé, parce que ce sont les bénévoles qui l'ont aménagé, réhabilité. Et il y a d'autres bâtiments. Donc, ça, c'est simplement pour illustrer l'importance des travaux qui ont été réalisés, parce qu'en fin de compte, de ce bâtiment très ancien, vous qui pratiquez certainement l'architecture et qui suivez des travaux,
Quand on commence à faire de la réhabilitation, de la rénovation, on a des surprises et ça n'est pas évident de mesurer vraiment l'impact ou l'importance des travaux. Donc ce projet, en 2011, après ce temps de réflexion déjà de qu'est-ce que nous allions faire, en 2011, une association s'est créée qui s'appelle Parenthèse, parents, espace aise, hein, pour porter ce projet avec l'aide du Conseil général de la DDCSPP de l'époque, pour le financement des travaux et aussi pour le financement du fonctionnement dans la mesure où c'était pour y accueillir des jeunes mamans. Hein. Ça relevait de l'ASE. La ville de Langres pouvait y être favorable parce que nous sommes très proches de la mairie, très proches du musée d'Hydro, du musée des Lumières. Nous sommes vraiment au cœur de la ville. Hein. Et en 2013, la ville elle-même avait présenté une candidature et son projet avait été retenu pour un OPH-RU, donc pour réhabiliter le centre-ville et participer à un financement. Ceci étant, en 2014, le projet de l'OPH-RU devait être signé. Il y a eu bien du retard parce qu'il fallait recruter, il fallait que les communes, parce que ça dépendait aussi de la communauté de communes, que les communes se mettent d'accord de qui pourrait en bénéficier. Hein. Ce n'est pas toujours évident dans l'ensemble de trouver des partenaires qui s'entendent pour ce genre de démarche. Le temps est passé. Et pour ce qui concerne, donc, pour revenir à Parenthèse, les discussions étaient longues, fastidieuses avec le Conseil général, puisque c'était à des buts sociaux d'accueil. Les discussions étaient très longues et nous avons appris en 2014 que notre projet était retoqué, n'était pas accepté pour différents motifs sur lesquels je ne m'étendrai pas. Et la convention OPH-RU elle-même a mis quelques temps avant d'aboutir. Aux dernières nouvelles de la mairie, nous n'avons eu aucun écho. Donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, à savoir que toute notre démarche a été une démarche de bénévoles et d'aide à la communauté en question. En 2015, au vu du refus du Conseil général de suivre ce premier projet, les bénévoles toujours actifs et tenaces ont décidé de se tourner vers Habitat et Humanisme pour envisager justement de ne pas laisser ces locaux à l'abandon et au contraire de leur redonner vie en plein cœur de ville. On est bien dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui. La communauté a légué ces bâtiments et nous, ça nous a permis d'avoir un support technique parce que tout bénévole que nous soyons, nous n'avons pas les compétences et nous devons nous en référer à des gens de métier. Donc un support logistique et aussi un support financier. Donc un projet architectural, vous pouvez présenter vous les avez là. Donc ce projet architectural, c'était dire, si je suis la mouture de votre demande, c'était pour redonner vie à quelque chose qui existe avant qu'il ne soit trop tard, avant que ça ne soit une friche ou que ça tombe en désuétude. Hein. Ça a été un travail considérable qui nous a laissé quand même quelques surprises et donc des augmentations de coûts par rapport à ce que nous avions envisagé à l'aide d'un architecte qui, cette fois-là, était sollicité après appel d'offres. Hein. Alors, au niveau partenariat, s'il appartenait à Habitat Humanisme, dont le siège est lyonnais, à Caluire, hein, et qui gère un certain nombre de bâtiments sur la France, de différents types, y compris des EHPAD, s'il appartenait donc à Habitat Humanisme de prendre toute décision, de suivre le bien fondé de ce projet, son financement, les décisions d'importance, nous étions, nous, en tant qu'association Habitat Humanisme Parenthèse Haute-Marne, un grand titre, n'est-ce pas, hein, nous étions en charge, nous, de suivre localement l'évolution du chantier, d'être disponibles pour les réunions, donc, et également pour les appels d'offres, les appels d'offres à architectes et les appels d'offres à entreprises. Hein. Ce qui nous a amené quand même à avoir toute une mission lourde, mais ô combien enrichissante, pour arriver à créer donc ces aménagements dans le bâti que vous avez vu plutôt en ruine. Hein. Nous avons ouvert les plis des entreprises. Donc, vous voyez, nous avions notre part importante dans le suivi, tout en référant
à la structure du siège. Hein. Après validation du chantier, donc la première réunion de chantier a eu lieu en 2017, le 10 juillet 2017, pour commencer vraiment les travaux en septembre 2017. Donc voilà, de 2009, première étude, 2015, nous partons sur ce nouveau projet, 2017, on peut lancer enfin les travaux. Le premier corps de bâtiment a été inauguré en décembre 2018 et le bâtiment 4, alors là c'est ce qu'on appelle le bâtiment 2, c'est un bâtiment qui donne sur un jardin, potager avec tout un espace de verdure. Il y a deux bâtiments, un 1 et un 2 qui sont reliés par un passage et une véranda qui sert de bureau. Hein. Bon, je n'ai pas les plans là sous les yeux. Donc ça, c'est le premier bâtiment qui a été inauguré en 2018. Et le deuxième bâtiment a été inauguré, le bâtiment 4. Là, c'est la face côté rue, donc avec un appartement PMR au rez-de-chaussée. Et le bâtiment 4, voilà. Donc 4 appartements a été inauguré en février 2019, c'est-à-dire quelques 18 mois après l'ouverture du chantier. Voilà. Alors, pourquoi les Trois Margelles? Eh bien, tout simplement parce qu'à Langres, comme ville, c'est une ville fortifiée avec de très longtemps des puits, des citernes qui permettaient de récupérer les eaux de pluie et de bénéficier de l'eau en cas de siège. Il y a sur ce terrain-là 3 puits existants, 3 citernes qui permettent, qui nous ont permis de dénommer le bâtiment les Trois Margelles. Alors, nous avons 9 appartements, mais je vais laisser le soin à M. Bagou de développer un peu la typologie des bâtiments, le coût financier, les opérations. Et je reprendrai, si vous en êtes d'accord, après la présentation sur l'aspect social, le bien vivre ensemble ou le bien vieillir ensemble. Merci. Non, mais j'ai mon micro. Merci. Oui, donc nous avons été sollicités par l'association pour les accompagner dans leur montage de dossiers auprès des différents financeurs. Donc l'OPH de Langres n'était pas encore en route, donc il a fallu qu'on fasse avec les aides nationales de l'ANA, pour lesquelles on a monté des dossiers. Donc on a accompagné l'association dans sa démarche de finalisation de projet pour aussi pouvoir répondre aux critères de l'ANA par rapport au logement PMR, par rapport au logement conventionné et par rapport aussi à la demande potentielle qu'on pouvait attendre justement de production de logements sur ce secteur-là. Si on regarde les logements qui ont été produits, donc on est sur 9 logements conventionnés ANA avec un loyer très social. Donc on s'adresse vraiment à un public fragile. Et c'est aussi le but de l'association, c'est de pouvoir accueillir et de pouvoir créer une vie collective par rapport à ce type de public. Donc on a un espace d'accueil au rez-de-chaussée. On a un logement PMR, donc on l'a vu précédemment, avec un accès devant côté rue et un accès derrière par la véranda de 27 mètres carrés. On a 4 logements T1 de 27 à 38 mètres carrés, 2 logements T2 de 38 à 49 et 2 logements T3 de 58 à 60 mètres carrés. Alors comme vous l'avez vu sur les photos, on est sur du cœur de ville et comme sur tous les cœurs de ville de France, je pense que c'est la même problématique, on est sur du bâti ancien. Et le bâti ancien, c'est toujours très très lourd à rénover. On a toujours des surprises par rapport au plan de financement initial, et ce qui n'est pas toujours évident à supporter pour certains porteurs de projets. Donc là, au niveau des montants des travaux, on était sur montant final, pas prévisionnel, ça c'est important. Le montant final des travaux, on est sur 1 346 000 € d'aide, et avec une aide financière apportée par l'ANA de 340 000 €. Ce qui a permis justement de pouvoir absorber la charge quand même assez lourde de ce projet-là et de pouvoir aller au bout justement de ce projet. Voilà. Donc un projet très lourd, un accompagnement qu'il a fallu aussi apporter aussi, et puis comme facilitateur, parce que c'est vrai que des fois on a affaire à des bénévoles, et des bénévoles face à des financeurs, c'est pas toujours évident non plus, pour se comprendre, pour comprendre les différentes attentes. Donc voilà. Donc notre rôle va vraiment être d'accompagner à ce niveau-là l'association. Déjà ? Non ? Après. Bon, alors, j'ajouterais quand même que dans la mesure où nous avions à gérer nous-mêmes,
On a fait appel aussi à du mécénat. Nous avons fait appel à des aides plus pour le fonctionnement. Et je vous dirais que vers quoi c'est destiné. Ça a été surtout destiné. Whirlpool nous a offert un certain nombre d'électroménagers pour aménager certains appartements. Donc, il y a eu quand même une prise en compte. Alors, il est vrai que du côté de la commune, il n'y a pas eu vraiment de contact, si ce n'est qu'ils ont apprécié, au final, le jour de l'inauguration. Mais notre démarche, à la différence de ce que j'évoquais tout à l'heure, a été plus une démarche à l'initiative d'une association. Alors, si je prends le projet social, ça rentrait vraiment dans un projet social répondant à une charte d'habitat et humanisme. Alors, c'était créer une maison intergénérationnelle. Alors, le bien vieillir ensemble, c'est sûr que nous avons à la fois des jeunes étudiants qui peuvent venir, des jeunes, mais aussi des personnes d'un certain âge. Nous, actuellement, nous avons ça va de 20 ans à 62 ans parmi nos occupants. Et des personnes âgées qui souhaitent vraiment venir là parce que nous leur offrons un accompagnement. Alors, une des premières conditions qui est faite par Habitat et Humanisme, à savoir que toute personne qui vient dans cette résidence, elle signe un bail, mais néanmoins, ce bail est assorti d'une autorisation d'accompagnement. Nous sommes là, comme ce sont des personnes en grande difficulté, ou psychologique ou financière, il y a un certain nombre de bénévoles qui, ayant une formation d'accompagnant, ont en charge une ou plusieurs personnes. Un titre d'exemple, moi j'ai eu à suivre, maintenant j'ai passé le relais, mais une personne qui à chaque fois, à la veille de la saisie d'huissier, me sollicitait pour essayer d'avancer sur son dossier. Voilà, donc c'est un peu la particularité quand même de cet accompagnement intergénérationnel pour cette résidence. Ce sont des personnes qui sont suivies, ne serait-ce que pour aller boire un café ou les sortir de leur solitude. Alors pour ce faire, il y a un espace rencontre qui a été créé dans le bâtiment. Et cet espace rencontre, c'est à la fois pour les résidents. Alors, il y a des ateliers peinture, ateliers cuisine. En dehors de ça, il y a aussi des sorties qui sont faites vers des visites de musées, etc. Donc, vous voyez, il y a une dynamique, une vie qui est proposée. J'étais en réunion la semaine dernière et on me dit que les personnes âgées du voisinage envisagent de venir là justement pour taper le tarot et venir participer parce que ça Langres, c'est quand même assez fermé dans ce secteur. Elles vont venir, elles ont l'intention de venir participer à des activités, passer un après-midi tranquille. Vous voyez, donc bien vieillir ensemble, c'est là aussi sur quoi nous misons. L'espace rencontre, alors il y a une particularité aussi qui est pour ce site, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un LAEP, un lieu d'accueil pour enfants et parents, c'est-à-dire que des bénévoles qui ont été formés et dont les activités sont financées, au moins au niveau de l'association, par la CAF, accueillent des moments avec des enfants, 1 à 2 fois par semaine, pour qu'elles viennent se poser, laisser les enfants jouer. Alors, voilà, l'espace rencontre, vous voyez, il est très occupé. C'est de juste si on peut circuler entre les jouets. Tout ça, ça a été offert, financé, du moins financé par la CAF. Et donc, les bénévoles assurent cet accueil. Il y a aussi un parc où les résidents, toute personne présente, peut aller se reposer ou faire un barbecue, ou jouer. Donc, je vois, oui, ça permet d'avoir la diapo là-bas. Donc là, j'ai bien précisé, avant arrosage. La pelouse est plus belle aujourd'hui. Donc, ce parc est à disposition des résidents. Il y a le petit gîte entre deux qui a été mis à disposition lorsque des personnes extérieures viennent voir les résidents, les membres de leur famille résidente. Elles peuvent venir passer une nuitée dans ce petit gîte qui est tout à fait aménagé en cuisine, couchage, etc. Voilà. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui offre une possibilité de bien vieillir ou de bien vivre déjà parmi les participants. Il y a aussi, je le précise aussi, les bénévoles bricoleurs. Nous sommes, et fort heureusement, encore une association avec pas mal de bénévoles, des bénévoles bricoleurs qui vont réparer ou donner un coup de main pour expliquer comment fonctionne telle ou telle machine ou telle box hi-fi, etc. Voilà. Alors on peut dire au vu de toutes ces photos que ça a été une très belle réalisation.
qui a donné plus d'attrait à la ville de Langres, puisque c'est quand même une zone qui accueille, qu'il aurait été dommage architecturellement que ces bâtiments tombent à l'abandon, que les appartements sont très agréables, au dire des locataires. Et c'était aussi une vie partagée, collective, avec des activités qui essaient de s'ouvrir. Donc les associations extérieures sont également invitées à venir, à participer. Et juste une dernière parenthèse, c'est que sur Chaumont, nous sommes actuellement en train de lancer un autre projet de 4 appartements, toujours avec l'aide de M. Bagou. Nous avons un architecte, alors il y a un architecte qui a suivi ce chantier. Nous avons le même architecte sur Chaumont. Nous venons de finaliser les plans et nous allons lancer 4 appartements avec le même principe. Voilà. Merci infiniment pour cette présentation très vivante et très incarnée. On comprend que vous avez suivi ce projet depuis le début et que vous le connaissez encore de très près. On va prendre quelques questions, mais peut-être moi j'en avais une pour démarrer le débat. Finalement, votre relation avec la collectivité locale, la ville de Langres ou la communauté de communes, on comprend qu'elle n'était pas au début du projet, mais petit à petit, comme le projet semble prendre une ampleur dans le quartier et finalement avoir trouvé ses usages dans la ville de Langres, comment est-ce qu'aujourd'hui ces relations se mettent en place? Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Est-ce qu'il y a eu du coup des participations, des passerelles entre vous? Du côté de la municipalité proprement dite, il n'y a pas vraiment. Pour eux, c'est une réalisation qui est sympathique, qui est bien, qui redonne vie. Du côté des associations locales, justement, il y a pas mal de contacts parce que aussi dans les bénévoles, je dois préciser qu'il y a beaucoup d'acteurs sociaux, de travailleurs sociaux qui ont les connaissances que je n'ai pas en matière d'accueil et d'accompagnement. Et donc, Langres étant petit, comme toute ville petite, on se connaît tous. Donc, il y a pas mal de contacts avec les associations locales, donc pour dynamiser, faire vivre. Peut-être une seconde question par rapport à la qualité architecturale du site. Comment est-ce que, si elle a eu lieu, votre relation avec l'architecte des Bâtiments de France s'est mise en place? Est-ce que vous avez eu des questionnements autour de la capacité à réhabiliter ce patrimoine? Langres, c'est une ville entièrement couverte par les Bâtiments de France. Entièrement. Tout le milieu des remparts, donc on ne peut rien faire sans l'aval des Bâtiments de France. Et les toitures, c'est de la telle tuile et c'est pas telle autre. C'est les petits déboires qu'on peut avoir, c'est que nous ont été imposés des portes en bois, donc moulurées, etc., de tel type. Sauf que des portes en bois faites au dernier moment avec un bois qui travaille encore, désolé, on est toujours en train de remédier à tel réglage de porte, etc. Ça, c'est les inconvénients que j'ose dire. Mais sinon, bon, les relations avec les Bâtiments de France, c'est l'objet de discussions, quelquefois un peu serrées, mais qui néanmoins aboutissent quand même on trouve toujours une solution. Voilà. Non, si le projet, je peux juste rajouter, justement, pour compléter, parce que sur les différents programmes et des autres communes ou les autres villes, si l'architecte des Bâtiments de France est sollicité assez tôt dans le projet et qu'on l'inclut dans le projet, ça reste assez félicitateur pour le maître d'œuvre après, derrière, pour construire et finaliser le projet. Donc ça à prendre en compte vraiment dès le départ, en effet. Alors, la particularité justement de la demande des Bâtiments de France, c'est qu'à l'intérieur de ces pièces anciennes, il y avait des côtés en bois, qui étaient en sapin. Il a fallu que nous les déposions tous pour les réintégrer dans les appartements refaits pour une certaine partie, considérant que c'était quelque chose d'architectural à conserver. Voilà. Ça a été une des conditions, mais pour le reste, c'est... En tout cas, ce qui est intéressant de cette opération, je trouve, c'est le fait que ce ne soit pas un bloc, que ce ne soit pas un seul bâtiment, mais un ensemble. Et la question que j'avais envie de vous poser, est-ce que précisément ça a fait réfléchir la ville sur une manière justement d'articuler les projets, quels qu'ils soient, mais là justement avec cette dimension sociale, avec votre éclairage particulier et bienveillant vers les gens fragiles, est-ce que ça leur a donné des idées pour développer d'autres choses autour, sous un autre régime que celui de l'association ? Ça, je ne pourrais peut-être pas répondre. Dans le cadre de l'OPHRU qui est en cours, dont je n'ai pas vraiment de nouvelles, je pense qu'il y a des sollicitations qui se font auprès de la ville dans ce cadre-là. Chaumont, sur lequel nous travaillons, vient de... Donc Chaumont-sur-Marne, on imagine ? Chaumont-sur-Marne, oui. 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 En Haute-Marne. En Haute-Marne. Parce qu'il y a plusieurs Chaumont-Haute-Marne.
Nous sommes aux sources, Langres, c'est les sources de la Marne, hein, qui redescend par Chaumont. Donc, Chaumont, l'OPHRU est en cours ou vient d'être signé. Oui. Là, Donc on a une ça, c'est OPHRU. nouveau et nous nous intégrons nous aussi dans cette démarche pour Chaumont. Pour Langres, je ne sais pas, hein, parce que ça faisait partie de la démarche de la communauté de communes et certaines communes avoisinantes. À l'époque, j'ai su qu'elles sollicitaient aussi des interventions pour bénéficier d'aide dans le cadre de l'OPHRU. Pour vous répondre un peu, l'OPHRU qui a démarré justement après leur projet a très bien fonctionné. Ils ont réalisé leurs objectifs d'aménagement au niveau de leur cœur de ville et de leur programme. Est-ce que ça leur a donné des idées? Oui, je pense qu'ils ont quand même vu le projet et qu'ils ont travaillé dessus. Après, c'est en fonction des porteurs de projets qu'ils avaient, qu'ils ont pu développer telle ou telle chose. Mais leur programme a très bien fonctionné. Ça, je peux vous le dire. Voilà. Je précise que Langres est désormais labellisée Petite Ville de demain et C'est donc ça. elle est inscrite Oui. depuis l'année dernière ou fin d'année dans ce programme qui vise à accompagner aussi les villes à se doter d'une ingénierie suffisante pour se projeter dans l'avenir de leur territoire et donc ça pourrait faire des petits grâce à ce nouveau programme national. Inspiré bien sûr de cette première expérience, mais c'est vrai que c'est quasiment un quartier qui est recréé. C'est intéressant de voir comment ce cœur de quartier finalement peut faire des émules ou des petits aux alentours. On a vu souvent dans les projets présentés au Forum des solutions des effets finalement un peu d'extension de qualité de projet autour du projet initial qui, y compris, revalorise parfois l'immobilier qui se trouve aux alentours. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Ou en ligne peut-être, oui. Florentin? Oui, on a un certain nombre de questions dans le chat, notamment sur le volet économique du projet. Les questions sont donc de préciser le montage financier de ce projet, mais également le coût prévisionnel qui a été estimé au départ. On a aussi un certain nombre de questions pour mieux comprendre le coût de fonctionnement d'un tel équipement et l'investissement que ça représente. Et également une question sur l'autofinancement de ce type d'opération, étant donné que la maîtrise d'ouvrage de ce projet est associative. Voilà pour les questions économiques très précises et pointues. Merci aux questions du chat. Bon. Alors, je n'ai pas tous les éléments, étant donné que tout est géré quand même par la foncière d'Habitat Humanisme à Lyon. Hein. Il y a eu quand même à la fois l'aide financière non négligeable de 340 000 € sur les 1,3 million qui proviennent de l'ANA. Il y a quand même eu aussi un prêt souscrit par Habitat Humanisme à Lyon et un apport de fonds propres. Les chiffres, je ne les ai pas en tête, on pourrait vous les donner ou Habitat Humanisme pourrait vous les communiquer pour la plaquette. Donc, il y a quand même un autofinancement aussi par Habitat Humanisme. Alors, au niveau du fonctionnement, nous avons aussi fait appel à du mécénat. C'est-à-dire que pour la salariée qui est dans les lieux et qui est là pour faire l'animation de tout cette vie, cette dynamique, comme tout salarié, même si elle est à mi-temps, ça représente quand même des fonds. Et c'est actuellement, grâce à un généreux mécénat, et nous continuons toujours à solliciter des mécènes pour différentes activités. Voilà. Donc, pour le moment, nous tenons la route. Et pour le projet de Chaumont, il en est de même. Nous allons faire appel à du mécénat. Nous avons bénéficié quand même de mécénat du Crédit Agricole, de la Poste, de la SNCF, en apport quand même complémentaire, qui rentrait plus dans le fonctionnement. Et comme je soulignais tout à l'heure, il y a quand même, par rapport au fonctionnement du LAEP, c'est la CAF qui intervient. Voilà. Alors, pour ce qui est du suivi des charges, je suppose, du charge de fonctionnement, localement, je suis moi en mission de faire tous les relevés de compteurs. Il y a un logiciel qui permet de relever automatiquement par Bluetooth tous les compteurs. Il y a quelques 33 compteurs au chaud d'eau, froid de chauffage, bref. Mais toutes les données, je les transmets à Lyon, qui, au niveau de son organisme de gestion locative, calcule les charges. Et, il y a toute la part locative de suivi, d'entretien, de minimiser les charges, de veiller à ce que
la résidence fonctionne au mieux et à moindre coût, mais la gestion se fait là-bas, à Lyon. Et par ailleurs, pour tout ce qui est des locations, du versement des loyers, c'est également une bénévole qui, pour le moment, assure le suivi du paiement des loyers, ce qui n'est pas toujours évident parce que je rappelle que nous avons une population, ou, entre guillemets, des résidents qui sont à très faible revenu, voire en difficulté, mais néanmoins, nous les accueillons, nous les accompagnons. Et la bénévole retransmet à Lyon et normalement, nous devrions passer par le biais d'une AIVS, une agence immobilière à vocation sociale, qui assurait le suivi de l'ensemble des loyers. Pour que ça ne repose pas uniquement sur des bénévoles. Voilà. On professionnalise un tout petit peu. On avait une question là-bas, monsieur. Juste pour compléter, Non, pardon. je complète juste, parce que j'ai quelques chiffres Oui. du coup, moi, de mon côté. Le projet initial tournait autour de 800 000 euros. Avant le début des travaux, on était sur 800 000 et on a basculé sur 1,3 million. Et pour répondre à la dernière question, l'association est tout à fait éligible pour justement bénéficier des aides de l'État, que ce soit des aides de l'ANA ou des aides de la ville dans le cadre d'une OPH ou d'un programme cœur de ville. Le différentiel, c'est les surprises dont vous parliez tout à C'est l'heure. des surprises. Les oui. fameuses Tout surprises. à fait. Quand vous enlevez un plafond, que vous découvrez qu'il y a une poutre d'une portée de 6 mètres, qui néanmoins est une poutre ancienne de 40 sur 40, Mais- et qu'il y a une personne dessus. Mais ça, c'est ce qui s'appelle une belle surprise. Ah, non c'est une. Oui, les poutres anciennes, oui. Oui. Mais pour le fléchissement de la poutre, ça n'en est pas une. Il a fallu Oui. reprendre depuis les sous-sols, depuis les caves, remonter des. Voilà. Des étés. Bon, ça, c'est entre autres. Monsieur, Merci, je vous remercie pour votre présentation. J'aimerais savoir si la population bénéficiaire a participé à la programmation de l'opération. Merci. La population. Disons que la population, ce sont les bénévoles langrois qui se sont largement investis pendant un certain temps, qui sont locaux. Il y a notamment un bénévole qui est pratiquement sur place tous les jours pour accueillir, pour répondre à la demande de telle dame qui a un petit souci parce qu'elle est complètement perdue. Oui. Alors oui, alors les locataires, non, ils n'ont pas bénéficié au départ, puisqu'ils sont venus une fois que les locaux ont été terminés, sachant qu'il y a également là un petit groupe pour étudier les dossiers de demande. Alors ce que je voulais souligner par rapport à ce qu'a dit M. Bagou, nous sommes dans du très social. Alors l'inconvénient du très social, c'est que, ou l'avantage, le premier avantage, c'est qu'on a plus d'aide de l'État. L'inconvénient, c'est qu'il y a des plafonnements de ressources qui font que dans toutes les candidatures que nous pouvons avoir, il y en a un certain nombre de personnes, notamment âgées, qui aimeraient bien être là, mais qui sont refusées parce que leurs revenus sont supérieurs au plafond. Donc on est quand même coincé par ce plafond. Voilà. Sinon, les résidents ont constitué un petit groupe, justement, où ils sont invités à partager, à présenter leurs demandes. Le bureau ou le CA examine leurs demandes et ils sont pleinement intégrés à la vie de la résidence. Voilà. Et Merci. ce que je ressoulignais tout à l'heure, maintenant, c'est le voisinage qui a envie de venir aussi participer à la vie de cette résidence. Oui, bonjour. Moi, je voulais vous féliciter parce qu'on voit que c'est une démarche entièrement privée et que ce projet-là, il n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu des bénévoles au départ. Alors, ce que je ne me rends pas compte, par contre, c'est que je sais savoir, puisqu'on voit qu'il y a des tas d'aides, que ce soit les centres sociaux envoient, à tous les niveaux, comme c'est des populations assez précaires, il faut les aider. Les bénévoles, au départ, le petit groupe pour que le projet arrive à se faire, est-ce que c'était 1 ou 2 ou 3 personnes? Et maintenant, pour aider tous ces gens dans leur démarche administrative au niveau du bricolage, etc., à votre avis, à combien d'estimation de temps ça revient? Parce qu'il y a plein de bénévoles, mais je suppose que c'est très partiel, des temps très partiels, mais on a l'impression quand même qu'il y a une aide très, très importante. Donc, si vous l'estimiez en temps, ça correspond à peu près à un plein temps d'un bénévole, de 2 bénévoles, enfin pour avoir un peu une notion par rapport au nombre de logements, de l'engagement que demande ce type de projet. Merci. Alors, tout est variable. C'est vrai que
Je pense à un bénévole, lui, il y est pratiquement tous les 2 jours, hein, ou tous les jours. Donc, vous voyez, c'est un temps plein. Hein. Les bricoleurs, on pourrait on a l'avantage, par rapport à d'autres Habitat Humanisme que je connais en France, on a l'avantage quand même de bénéficier d'un nombre important de bénévoles. Hein. On est une bonne douzaine en temps normal, et quand on fait un CA élargi, on est une trentaine. Hein. Ce qui est quand même impressionnant pour une association comme celle-là. Hein. On fait appel les uns aux autres. Bon, pour ce qui me concerne, j'y passe quand même un certain temps, ou j'y ai passé un certain temps, mais bon, c'est mon plaisir. Hein. Mais il y en a d'autres aussi qui viennent. Là, quelqu'un s'est proposé pour faire du jardinage, donc en période d'été, c'est beaucoup de temps passé avec les accueillis. Hein. Je ne sais pas, on pourrait dire peut-être à 3 temps plein, hein, sur la totalité, hein, ce qui fait quand même un bel apport. Merci, on va arriver à la fin de cette séquence. En tout cas, grand bravo à vous pour cette initiative et à tous ceux qui contribuent au jour le jour. C'est aussi un moyen de faire vivre une communauté d'habitants et de quartiers, j'imagine, dans des petites villes comme Langres. Et je pense qu'on peut aussi s'inspirer de ça, de cet engagement qui semble être le vôtre dans ce projet. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième séquence.